Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 20h sur Spectrum Télévision. 24 heures après la marche dite pacifique initiée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, quel bilan peut-on en faire alors qu'on indique l'interpellation de moins 500 personnes dans le cadre des manifestations d'hier? Notre rédaction a saisi l'occasion pour se rendre ce jour sur quelques points chauds de la ville de Douala. Gilbert Manguet et Oriane Donquin nous en disent plus dans le 20h. 20 dossiers de candidature reçus dans la région du littoral, dont 9 pour le conseil traditionnel et 11 pour les délégués départementaux en ce jour de clôture de réception de candidatures. Dans la capitale politique, l'ECAM affûte ses armes pour les élections régionales en perspective. À suivre dans le 20h, le point des dépôts de candidature fait donc par le directeur général de l'ECAM. Une fois de plus, bonsoir. Ce n'est plus qu'un vulgaire secret de Polichinelle. Hier était jour de marche dite pacifique, initiée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. On se souvient que des manifestations se sont donc déroulées dans quelques coins chauds, dont regorgent quelques villes du Cameroun. C'est d'ailleurs le cas de la ville de Douala, où nos reporters se sont rendus ce jour pour voir ce qu'il en est 24 heures après ces manifestations. Oriane Donquin et Gilbert Manguet nous en disent plus dans ce reportage. Mercredi 23 septembre 2020, nous sommes au carrefour d'Okoti, au lendemain de la marche initiée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est l'ambiance des jours ordinaires. Les embouteillages ont repris droit de cité. Ici, les populations vont et viennent, les commerces ont ouvert. Le coin, reconnu pour la forte présence des mototaxis, a remis son vêtement d'antan. Ici, chacun a son avis sur la journée du 22 septembre. Aujourd'hui, ça va, ça va. Aujourd'hui, ça va. Il y a quand même un peu de travail aujourd'hui. Hier, là, la journée était bizarre, mais on n'arrivait même pas à travailler. Alors que normalement, on devait bien travailler le jour-là. C'est le jour qu'on travaille souvent bien. Ce qui s'est passé là hier, c'est ça qui nous a empêchés. Moi, particulièrement, je suis sorti hier pour la marche. Bon, vu tout l'attroupement qui était, quand il fallait monter la tête, c'était tout un tas de problèmes et tout. C'est comme ça qu'on est... Moi, je n'ai plus continué la marche. Je suis rentré chez moi. Enfin, j'étais plus fort que moi. Et tu vois, il y a beaucoup des amis qui ont eu un peu des problèmes et tout. Je ne pouvais pas marcher. Ça et là, on peut tout de même constater la présence discrète des forces de maintien de l'ordre et quelques vestiges de cette journée du 22 septembre. Rendons-nous à présent sur un autre point chaud de cette journée du 22 septembre, au lieu dit Mobile Guinness. Allons. Mobile Guinness, ça circule d'ailleurs très bien. Les petits commerces sont en poste et l'on remercie le Seigneur pour cela. Merci quand même à Dieu par rapport à comment la population vit en forme. Donc grâce à Dieu, nous sommes toujours quand même vivants. Bon, on remercie Dieu. Et c'est hier j'ai vendu. Hier je n'ai pas vendu. Hier je suis à la maison. Mais hier on dit que les gens ne sortent pas, non. Après un retour sur quelques points chauds de cette journée du 22 septembre dans la ville de Douala, force est de constater que le 22 septembre 2020 est derrière nous. Nous vous le disions en titre, au moins 500 personnes ont été interpellées dans le cadre des manifestations d'hier organisées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est le premier bilan que fait le Conseil de la défense du mouvement pour la renaissance du Cameroun au moment où l'on annonce la libération de quelques journalistes interpellés dans le cadre de la dite manifestation. Olivier Bouzike. Au lendemain des manifestations organisées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le bilan des arrestations est lourd. Selon Maître Emmanuel Sim, l'un des vice-présidents du parti, au moins 509 manifestants ont été interpellés dans 5 régions du Cameroun. Il y a des personnes qu'on a arrêtées, les enfants ne connaissent pas encore le nombre ni la destination exacte. Et les avocats ont constitué un pôle
qui travaillent aussi bien à Yaoundé qu'à Douala, mais aussi à travers le pays. Et les avocats n'ont à se mettre en cadre un peu pour essayer d'assister toutes les personnes qu'on a arrêtées. Parmi ces détenus, il y a Olivier Bibou-Nissak, interpellé à son domicile dans la matinée du 22 septembre. Pour l'heure, retenu en garde à vue à la DRPJ de Yaoundé, le porte-parole de Maurice Kamto est accusé d'infraction de terrorisme, hostilité envers la patrie, préparatifs dangereux et insurrection. Les mêmes charges qui pèsent contre le trésorier du MRC, professeur Alain Foguet, lui aussi interpellé dans la matinée du 22 septembre et gardé à vue au secrétariat d'État à la Défense sans pouvoir recevoir des visites selon Maître Sim. Jusqu'à présent, il se trouve encore, bien qu'il ait été entendu par les gendarmes avant que les avocats ne puissent intervenir. Sur le cas du président Kamto, je pense que vous avez tous pu voir le déploiement des forces de maintien de l'ordre qu'on a mis devant Takok. Donc, ils sont toujours là et je ne peux pas vous en dire plus s'agissant de lui spécifiquement. Cependant, le journaliste du quotidien La Nouvelle Expression, Lindovin Dio, interpellé au domicile de Maurice Kamto, a été mis en liberté il y a quelques heures. Parlons à présent des personnes qui ont été interpellées hier au cours de ces manifestations dites pacifiques organisées par le MRC. Selon Maître Julius Achou, ces personnes pourraient être donc accusées d'insurrection vu que ces manifestations étaient interdites par les pouvoirs publics. Oriane Duncan, plutôt Inès Pangan, nous en dit plus dans ce reportage. Quel est le sort des personnes arrêtées ce 22 septembre 2020 au cours des manifestations organisées par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun? À cette question, Maître Julius Achou a de la peine à répondre. Pour lui, il faut attendre les résultats des enquêtes judiciaires pour être fixé sur les charges qui pèsent sur ces personnes. D'après, n'est-ce pas, des textes, d'après les instructions du MINAT et des gouverneurs, ainsi de suite, et les sous-préfets, toute personne qui est arrêtée dans ces marches, s'il est soupçonné et les faits sont fondés, sera mis en détention administrative. Étant en détention administrative, il y aura une enquête qui serait menée approfondie pour déterminer si cet arrêté-là, cet soupçonné-là, ont commis vraiment l'infraction ou bien ont participé à la commission, n'est-ce pas, de cette infraction ou crime. Mais déjà, sachant que ces marches étaient interdites, toutes les personnes interpellées pourraient être accusées d'insurrection. La marche d'hier a été interdite par les autorités de la place et tous ceux qui ont été arrêtés et soupçonnés d'avoir marché risquent d'être considérés comme les complices de commission des crimes, n'est-ce pas, d'insurrection et de révolution. Dans tous les cas, il y aura une enquête qui est menée par les services compétents, donc par les officiers de la police judiciaire. En rappel, la tenue des manifestations de ce 22 septembre a divisé l'opinion publique camerounaise, d'une part condamnée et d'autre part saluée par certains. Ce jour était donc date délai pour le dépôt des candidatures pour les élections régionales dans la région du littoral. 20 dossiers de candidatures ont été reçus, dont 9 pour le conseil traditionnel, 11 pour les délégués départementaux. On fait le point dans ce reportage de Oriane Duncan une fois de plus. Les candidats à l'élection régionale du 6 décembre prochain avaient jusqu'à ce 22 septembre 2020 23h59 pour déposer les dossiers de candidature. Précisément, nous avons reçu le dernier dossier après minuit. C'est-à-dire que, comme la loi l'exige, les mandataires étaient déjà là avant minuit. Les derniers mandataires sont entrés autour de 23h50 par là. Mais comme ils sont arrivés 2 ou 3 en même temps, le temps de recevoir les premiers, les autres ont été reçus bien après minuit. Mais l'essentiel a été respecté, ils étaient dans nos locaux bien avant minuit. La région du littoral a reçu 20 dossiers pour les 2 collèges,
dont 9 pour le commandement territorial et 11 pour les délégués départementaux. Nous avons 2 listes pour le commandement traditionnel et une liste pour les délégués des départements. C'est la liste du RDPC. Pour le CAM, nous avons reçu 2 listes pour le commandement traditionnel et 2 listes pour les partis politiques, dont les délégués des départements. Et c'est le RDPC et le PCRN. Pour la Sanaga maritime, nous avons reçu 4 listes pour le commandement traditionnel et 4 listes pour les délégués des départements. Et il s'agit du MLDC, du PCRN, du RDPC et de l'UPC. Et enfin, pour le Vori, nous avons reçu une liste pour le commandement traditionnel et 4 listes pour les délégués des départements. Et il s'agit du PCRN, du RDPC, de l'UPC et de l'UPC encore. 2 listes UPC dans le Vouri. Cela augure-t-il des rejets futurs? Même ceux qui ont présenté des listes uniques peuvent subir des rejets, pour autant qu'ils n'ont pas respecté la constitution de leur liste, ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas les éléments constitutifs des candidatures. Il est possible que ce soit rejeté. Pour le moment, nous ne pouvons pas présager de ce qui va se passer au Conseil électoral, mais nous avons fait l'observation que dans le Vori, nous avons reçu 2 listes de l'UPC. Après la réception des dossiers, les démembrements départementaux d'Elections Cameroun, structure légale devant recevoir les candidatures, prennent le relais. Après cette date butoir, c'est quoi la suite quant au processus? Oriane Donkin a rencontré pour nous ce jour le délégué régional d'Elections Cameroun pour le littoral. Suivons-le plus tôt. Ils ont 5 jours pour analyser ces dossiers et porter des observations, juste des observations, à l'attention du Conseil électoral. Donc après ces 5 jours, ces dossiers sont transmis à la Direction générale des élections, qui les remet donc au Conseil électoral, qui va les étudier en profondeur et publier la liste des candidats retenus à 60 jours du scrutin. Et en faisant les calculs, 60 jours de scrutin, nous serons rendus au 7 octobre. Pourrait donc s'ouvrir le contentieux de la publication des listes de candidatures. Ce contentieux donne 5 jours à quiconque conteste la liste publiée pour saisir le tribunal administratif régional, et le tribunal administratif a 7 jours pour statuer. Et lorsque sa décision est rendue, elle est notifiée au Conseil électoral pour simplement application. Mais après cela, on va tomber donc dans les délais de campagne électorale, les 15 jours, les délais de publication de la liste définitive des électeurs. Parce qu'il faut préciser que le délai d'hier, 22, était à la fois celui de la fin des réceptions des candidatures, mais aussi celui de la publication des listes provisoires des électeurs. Vous savez que pour les électeurs, il y a 2 collèges, le collège des chefs traditionnels et le collège des conseillers municipaux. Donc ces listes-là sont disponibles dans les agences départementales. Donc elles y sont pour que les électeurs aillent les consulter et relèvent les éventuelles erreurs qui demandent à être corrigées. Et donc, on aura la publication définitive des listes qui vont servir donc pour l'élection. Et voilà, c'est-à-dire que de maintenant au 7 octobre, nous avons la publication de la liste des candidats, le contentieux éventuel, la fin du contentieux, et puis on a une petite période qui va nous amener pratiquement jusqu'au 10 novembre. À partir du 10 novembre, on va encore dérouler jusqu'à l'élection en ce moment.
Et l'ECAM affûte ses armes pour les élections régionales en perspective. L'on annonce pour l'heure une dizaine de partis politiques en compétition. Le directeur général des élections a fait le point des dépôts de candidatures. Je vous invite à l'écouter dans ce reportage. Selon les premières statistiques rendues publiques par le directeur général des élections, ce jour, 10 partis politiques sont en compétition dans les 58 départements. Il s'agit des partis politiques qui ont déposé leur dossier de candidature auprès des agences départementales d'élections Cameroun. Les premières analyses nous font voir que, d'abord, tous les chefs traditionnels, aussi bien que les partis politiques, les listes ont été déposées. Ce qui nous a aussi fait plaisir, c'est de constater qu'il y a la compétition et que pour les chefs traditionnels, sur 58 départements, il y aura la compétition pour le moment tel que nous voyons dans 24 départements. Et pour les partis politiques dans 27. Voilà ce que nous pouvons vous dire pour le moment. En attendant d'autres réglages, nous sommes autour de 24 000 électeurs. Au lendemain de la clôture de la phase du dépôt des listes des candidatures, le docteur Eric Essoussi a également fait le point des préparatifs sur le plan technique. La préparation a commencé, vous le savez, avec la publication le 22 novembre des listes des collèges électoraux. Aussi bien les listes des conseillers municipaux et des chefs traditionnels. Donc, ceci étant fait, nous avons reçu les candidats, les dossiers de candidature pour ceux qui veulent compétir. Maintenant, nous allons recevoir ces dossiers d'ici dimanche, c'est que le 27 ou plus tard, 5 jours après le dépôt, pour que la direction générale confie ces dossiers au conseil électoral, qui devra les examiner pour publier les résultats de cet examen au plus tard le 7 octobre. Donc voilà où nous en sommes. Pendant ce temps, au sein des différents quartiers généraux des partis politiques en compétition, l'on se prépare d'ores et déjà pour les prochaines étapes. Le scrutin est prévu le 6 décembre prochain. Le Conseil supérieur de l'État veut davantage éduquer les Camerounais et tous les acteurs de la chaîne de la gestion des finances publiques au Cameroun. Pour Rose Mbacha Fomundam, le Salon de l'action gouvernementale est une plateforme pour faire entendre sa voix. Nous vous proposons de l'écouter dans ce reportage. Le Conseil supérieur de l'État répond présent au Salon de l'action gouvernementale, un rendez-vous qui regroupe les acteurs de l'administration ainsi qu'un public qui se recrute au sein des différentes sphères politiques, économiques, société. Une cible qui intéresse le Consupi. Nous voulons que le public soit au courant de la mission de contrôle supérieur de l'État. Ça tombe ou bien ça cadre avec notre mission de prévention. Et vous savez que la prévention, ou bien prévenir, vaut mieux que guérir. Il faut éduquer, il faut sensibiliser sur les atteintes, ou bien, les atteintes aux finances publiques, surtout en ce qui concerne les gestionnaires, les ordonnateurs et les gérants de crédit public. Cette mission ne s'arrête pas là, car elle interpelle tous les citoyens camerounais, puisque ces derniers sont aussi concernés par la gestion des finances publiques. C'est du moins ce qui a été indiqué au cours des différents exposés ici au Sago. Nous sommes ici pour aussi dire aux citoyens qu'ils sont impliqués dans la gestion de ces finances publiques, dans le contrôle et la vérification. On les encourage de nous apporter des dénonciations qui sont avérées être vraies et bien fondées, parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer en ce qui concerne le contrôle supérieur de l'État. Rappelons que le Salon de l'action gouvernementale du Cameroun a fait ses quartiers, comme à l'accoutumée, au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Ceci est sa 9e édition qui se déroule du 22 au 25 septembre. Développement agricole, le Cameroun donne une place de choix à la filière semences. Voilà qui justifie les termes de 8e et 9e assises du Conseil national des semences et obtention végétale à Yaoundé et en Balmayo, sous la houlette du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, représenté ce jour par le ministre délégué à Manga Messi Béyéné. Et les objectifs de ces assises sont détaillés dans le reportage qui suit.
L'approvisionnement des producteurs en semences sélectionnées est un préalable au bon développement du secteur agricole. Il faut savoir que l'agriculture commence par la graine, donc la semence. La qualité de la semence, comment il se présente, ses caractéristiques, sa productivité scientifique et technologique, tout ça compte. Et maintenant, autour de cela, nous avons tous les acteurs, ceux qui sèment, ceux qui transforment et ceux qui sont là pour conseiller les agriculteurs. Il y a la recherche, il y a tous les acteurs. C'est conscient de cela que le président de la République a créé le Conseil national des semences et obtentions végétales, en abrégé Consauve. Cet organe consultatif est chargé de donner un avis sur des questions relatives à la production, la commercialisation, au contrôle de qualité, à la certification des semences et plants et aux obtentions végétales susceptibles de développer et d'orienter la mise en œuvre de la politique semencière nationale auprès du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. D'où ces 8e et 9e sessions du Conseil national des semences et obtentions végétales qui visent des objectifs précis. Pour le développement de l'agriculture, pour la productivité de l'agriculture. Mais plus spécifiquement, cette 8e session va se pencher sur les protocoles de test pour des produits extrêmement importants également pour notre pays, tels que le maïs, la patate douce, la pomme de terre, qu'est-ce qu'on a dit, le niébé et les pastèques watermelon. Donc, voilà un peu les enjeux très très importants de cette session. Au sortir de cette rencontre, un document sera produit et celui-ci sera une référence pour tout le secteur semencier au Cameroun. Améliorer les actions des agents de santé communautaire dans la surveillance et la sensibilisation de proximité du Covid-19. C'est l'objectif d'un atelier de renforcement des capacités. Il est organisé ce 23 septembre 2020 à Douala par l'Organisation mondiale de la santé. Inès Panga nous en dit plus. Au quotidien, les agents de santé communautaire des 9 districts de santé de Douala, dans la lutte contre la Covid-19, travaillent à la surveillance et à la sensibilisation de proximité dans les communautés. Le fait pour eux d'aller rechercher en communauté les cas suspects, c'est-à-dire les personnes qui présenteraient les signes pour lesquels ils devront être orientés par la suite au centre de dépistage. Et la sensibilisation de proximité, c'est en fait la sensibilisation de proche en proche, notamment à travers le porte-à-porte, les causeries éducatives qui vont être organisées dans les associations, dans les familles. Une tâche réalisée avec des stratégies particulières, entre autres les causeries et le porte-à-porte. Pour ces dernières techniques, des recommandations sont données pour une adaptation en tenant compte du respect des mesures barrières contre la maladie à coronavirus. Après chaque domicile, il faut toquer. Quand un parent se présente, vous faites face à la personne. Mais maintenant, on a demandé de se placer plutôt à l'écart, à 1 mètre à l'écart de la personne pour des nouvelles techniques pour éviter la propagation et continuer à demander aux populations de porter les masques et tout ce qui a été édicté, lavage des mains avec de l'eau, du savon, si possible avec du désinfectant pour ceux qui pourront en posséder, surtout qu'il y a l'école qui est en train d'arriver. Des adaptations qui vont aussi intégrer les sites de dépistage installés dans les établissements scolaires à l'approche du 5 octobre 2020, jour de rentrée scolaire au Cameroun. Ces centres vont juste être délocalisés et non fermés et les sites qui ont abrité ces centres seront désinfectés. Déjà, je crois que vous êtes au courant que la ministre des enseignements secondaires a pris la décision demandant à ce que tout le personnel enseignant soit dépisté avant la rentrée des classes. Un ensemble de thématiques abordées ce 23 septembre 2020 à Douala. C'est dans le cadre d'un séminaire de renforcement de capacité des agents communautaires des 9 districts de santé de Douala sur la surveillance à la base communautaire et à la sensibilisation de proximité de la Covid-19. Un mois après sa dernière visite, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moelle Kombi, a effectué une descente hier sur le site de construction du stade Olembe à Yaoundé. Le président du COCAN a effectué cette autre visite du site afin d'évaluer l'évolution des travaux. Il était donc face à la presse hier au cours de cette rencontre. Il a donc fait une sorte de bilan. Nous le
Écoutons dans cet extrait sélectionné pour nous par Olivier Bouzike. Déjà loué et signifier la continuité du travail sur le site du complexe sportif d'Olembe en ce jour 22 septembre 2020. Nous voudrons en même temps mettre en évidence les évolutions et les avancées notables depuis notre dernière visite il y a quelques semaines. Le plus important pour nous, c'est de prendre la mesure de l'exécution des recommandations telles qu'elles ont été formulées lors de notre dernière visite. Et prenant ces mesures, nous ne pouvons que nous féliciter de leur bon niveau d'exécution. À titre d'exemple, les 8 mâts d'éclairage des 2 stades annexes ont déjà été positionnés, sont debout, de la même manière que la pelouse sur laquelle nous nous trouvons du stade principal est complètement mature et l'aire de jeu tant de ce stade principal que des 2 terrains d'entraînement, ces aires de jeu sont disponibles. En matière de disponibilité, nous avons insisté pour que l'entreprise McGill puisse prendre toutes mesures afin que nous puissions avoir à utiliser 1 ou 2 stades annexes dans le cadre de la compétition du CHAN qui, comme vous le savez, se joue en janvier prochain dans notre pays. Fin du 20h sur Spectrum Télévision. Madame, Monsieur, on se donne rendez-vous demain même chaîne. Lorsqu'il sera justement 20h, on l'a dit. Mais déjà, à partir de 8h, vous aurez des nouvelles fraîches avec Christelle Asek à partir de 8h. Restez fidèles, mesdames, messieurs. Nos programmes se poursuivent en temps réel sur STV. Bonsoir à tous et à toutes.